Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Vous le savez, chaque semaine, j'arpente en votre compagnie un chemin artistique avec un invité du monde culturel. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios École de France Philippe Risoli. Bonjour, bienvenue sur Arsène Radio. Bonjour ma chère Jazia. C'est bien prononcé, hein, c'est même, il Mais y a même un peu de groove. je me suis entraîné pendant des heures. Jazia, Jazia, Jazia. Alors, comment vas-tu, Philippe Risoli? Ah, je suis en pleine forme. Et toi, ça va? Eh bien, écoute, tout va bien. Moi, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir. On va se faire une petite balade avec nos auditeurs à travers ton parcours. Est-ce que ça Ah, te tente? En plus, il fait très beau. bah Ça écoute, tombe bien. a priori, c'est une balade que je dois normalement connaître, mais que je refais toujours avec plaisir. Eh bien, écoute, on va refaire. On va essayer de faire les choses différemment. Alors, moi, j'ai épluché un peu ton parcours. Ah, c'est toi qui. J'ai Euh, senti qu'on m'épluchait ces derniers temps. C'est ça. C'est Ça donc fait 2 ou toi. 3 jours que je t'épluche. Ouais. Et j'ai appris que avant d'être à la télévision, tu avais pris une autre voie. Ah, j'ai pas pris une autre Voie voie. juridique, en tout cas Oui, à l'époque. c'était un parcours universitaire, Mhm. quoi. En fait, oui, bah, après le bac, je me suis inscrit en fac de droit à Paris 2, à Assas, et j'y ai fait ce qu'on appelle un master et une première partie de doctorat en propriété littéraire, artistique et Ouais. industrielle. Ça, c'était ma spécialité. Mon master, c'était droit civil, droit des affaires. Et parallèlement, donc, à Assas, il y a une branche qui s'appelle l'IFP, l'Institut français de presse, où j'y ai fait également un master, donc là aussi en propriété intellectuelle, avec les références les plus grands à l'époque. Ouais. Je parle des profs, Emmanuel Durieux, Monsieur Albert, qui ont écrit plein de petits que sais-je sur le droit de l'info, etc. Bah, c'était mes profs, j'ai appris avec eux. Et toujours parallèlement, beaucoup de temps à l'époque, j'ai donc fait également l'ESAC, l'École supérieure d'animation et de communication. J'y pense parce que là, on est au studio École de France et Ouais. c'était un petit peu l'ancêtre de cet établissement où il y avait Alain Chabat, par exemple, Ouais. qui était avec moi dans ma promotion et d'autres, hein. Donc voilà un petit peu pour le parcours qui m'a ensuite mené dans un premier temps à la radio. Et ben la suite, on va la voir avec toi. Oui, et à la télévision. On fait comment pour bifurquer? Parce que j'ai cru comprendre que Ah, je te voyais c'était quelque regarder, je chose. crois que c'était toi qui voulais bifurquer tout de suite. Ah ouais, ça m'arrive, hein, ça m'arrive Ouais. aussi de bifurquer. Mais là, en l'occurrence, toi, on fait comment? Parce que on Non mais connaît j'ai, Philippe Risoli à la ouais. télévision, mais de la Non mais fac de droit à la non télé. mais je t'arrête tout de suite, c'est que j'ai pas bifurqué en fait depuis le Ouais. jour de ma naissance. Un scarabée est mort, non ça c'est une chanson de Johnny. Euh, j'ai toujours été passionné Ouais. par la télé, par la radio. Mhm. Je regardais la télé à une époque où il n'y avait pas forcément d'image, ça commençait à 16h30 mais moi ou 17h, moi Ouais. à 16h j'étais devant l'écran, je voyais de la neige, je voyais ça faisait comme ça. J'attendais la grille, puis la pendule en forme Ouais. d'escargot, puis Catherine Langeais, Jacqueline Cora ou Jacqueline Huette qui intervenaient après, et puis commençaient les programmes pour la jeunesse. Je fais partie de ceux qui ont vu Jean Nohain à la télévision. Moi, pour vous, ça vous dit peut-être rien, mais Jean Nohain, il est français, monsieur français, c'est un petit français. Euh, mais c'était le petit train de la jeunesse, Ouais. Gilbert Richard, enfin des noms qu'on ne connaît plus Mhm. maintenant, Mhm. mais qui m'ont vraiment donné le goût de la télévision. Et puis les premières séries, Zorro par exemple, avec Guy Williams, que j'attendais un jeudi sur deux, puisqu'à l'époque c'était pas le mercredi mais le Ouais. jeudi. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'étais un passionné de télé, mais il se trouve que j'ai fait des études de droit, que j'ai adoré le droit, et le droit, le métier d'avocat par exemple, c'est aussi un métier de communication, tout Bien comme sûr. j'ai fait des années d'arts martiaux, de karaté, de taijitsu, dont je suis ceinture noire, mais c'était la communication par le corps. Enfin, on retrouve toujours dans mon parcours l'expression sous toutes ses formes. C'est aussi la photo, c'est-à-dire c'est le côté l'œil qui regarde le Ouais. monde. Ouais. J'adorais faire des portraits. Pour commencer à rencontrer des gens de radio, j'y pense parce que malheureusement elle nous a quittés il y a quelques semaines, j'étais devenu un peu le photographe, entre guillemets, attitré de la comédienne qui s'appelait Marthe Mercadier, grande Qui nous a comédienne de quittés il y a pas théâtre, longtemps. Ouais. de boulevard, enfin, qui a fait quelques films aussi, mais surtout connue au théâtre. Donc voilà, donc la communication au sens large du terme. Ouais. Et ensuite, donc il y a eu la radio.
Alors j'ai commencé effectivement par la radio parce que j'étais passionné par la radio qui, entre parenthèses, m'a donné le goût des voyages aussi. Tu vas dire quel rapport entre la radio et les voyages. C'est que dans mon enfance, c'est-à-dire qu'au moment où je commence à écouter la radio, on est au début des années 60 et le transistor, et ce qu'on appelait le transistor, qui maintenant est complètement démodé aussi, mais le transistor était sur le point d'arriver, mais n'était pas encore tout à fait là. Alors on avait des gros postes, les derniers postes de l'après-guerre, et sur ces postes-là qu'on allumait, qui mettaient 10 minutes à chauffer avant de commencer à entendre le premier mot de l'animateur ou du journaliste, il y avait plein de noms de villes à travers le monde. Alors on voyait New York, Washington, New Delhi, Moscou, Alger, Rabat, que sais-je encore, Calcutta, Caracas, enfin bon. Et moi je voyais ces noms et ces noms me faisaient rêver. Et j'avais bien compris qu'il s'agissait de villes un petit peu éparpillées à travers le monde, des villes d'où on pouvait écouter la radio d'ailleurs. Et je m'étais toujours dit, il faudra que j'y aille un jour. Et depuis, j'ai quasiment exaucé ce rêve allez, on va dire à 75%, parce que sans avoir fait complètement le tour du monde, il y a encore des petites parcelles que je ne connais pas, mais j'ai quasiment voyagé un peu partout, effectivement, à travers le monde. Donc voilà, donc la radio, pour moi, c'était cette voix magique qui sortait de cette boîte. Et au tout début, enfin, j'étais tout petit quand même, je vous rassure, c'était pas il y a 6 mois. Je me disais, mais il est où le gars qui parle? Il est où? Et voilà, et j'avais vraiment envie de faire comme cette voix que j'entendais dans la radio. Donc c'est la radio d'abord et la télé ensuite. Et effectivement, après avoir fait des maquettes, là je vais te la faire courte parce que chacun a son parcours. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment où je raconte justement cette période-là de ma vie, mon passage justement d'étudiant à professionnel de la radio, comment ça s'est fait, avec tout le travail qu'il faut pour y arriver, mais aussi l'indéniable zeste de chance, parce que on peut bosser comme on veut. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent maintenant on peut y arriver. Non, il y a quand même c'est the right man in the right place. Il faut être là au bon moment. Je suis entièrement d'accord. Si t'es pas là, tu peux passer à côté d'opportunités. Moi, il y a des émissions que j'ai obtenues parce que la personne qui aurait dû les avoir n'était pas là ou n'était pas disponible ou n'était pas bon, etc. Il y en a d'autres qui ont obtenu des émissions que j'aurais dû avoir, mais parce que ou bien je les ai refusées ou bien je ne pouvais pas, je n'étais pas en mesure de les accepter. C'est ce qu'on appelle la chance. La chance qui ne te permet pas de rester, c'est le public qui te permet de faire une longue carrière, mais qui te permet d'accéder au poste souvent. La chance, les relations, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une grosse part de réseau dans ce milieu. Si je devais moi aujourd'hui te poser la question, quelle est la voix radiophonique qui t'a marqué le plus? Ce serait laquelle? Non, mais il y en a beaucoup parce qu'évidemment, là, je suis plutôt jeune, donc j'ai connu différentes générations. D'abord, il faut savoir qu'en radio, tu avais je sais pas comment ils appelaient, des animateurs, des disjockeys à l'époque, mais il y avait toute la première génération qui, là, je suis vraiment plus bébé, mais vraiment tout jeune, c'était les Harold Kay sur Europe 1, c'était les Maurice Favière sur RTL, c'était les Maurice Biraud qui étaient comédiens également, c'était les Jean-Yann et Jacques Martin, c'était voilà tous ces gens-là que j'écoutais. Alors la génération suivante est une génération que j'ai eu l'occasion de rencontrer, voire de travailler avec. C'est par exemple Jacques Pradel sur France Inter, qui pour moi est une des plus belles voix en matière de radio, mais il y en a eu pas mal. Mais à l'époque, on ne mettait pas de visage sur celui qui faisait de la radio. Et on gardait le rêve, en fait, on continuait à fantasmer sur la personne. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, parce que maintenant, d'abord maintenant, on parle plus de radio véritablement, on parle de groupe, c'est-à-dire telle radio fonctionne avec telle chaîne de télévision d'ailleurs qui a plusieurs chaînes de télévision au sein de son groupe, qui a plusieurs stations de radio. Tu as des groupes où tu retrouves au sein d'une même structure, tu vas avoir la radio pour jeunes, la radio pour les amoureux, la radio pour les plus anciens, la radio, etc. Donc ça fonctionne plus exactement de la même manière. Mais c'est vrai qu'on recherche maintenant des gens... je dis malheureusement parce que je pense qu'il y a quand même si ce sont des métiers voisins, il y a quand même pas mal de différences entre faire de la radio et faire de la télé. On peut parfois
faire les deux et avec talent. Il y en a, prenons par exemple pour moi un animateur comme Fabrice qui faisait partie des numéros 1 de la radio sur RTL. Fabrice, je le dis puisque je l'ai connu, je l'ai rencontré, j'ai même été son joker sur une émission qui s'appelait Casino Parade sur RTL. Quelqu'un pour qui j'ai eu vraiment une vraie admiration, mais j'ai une admiration pour lui en radio. Beaucoup moins en télévision. Oui. En télévision, il est passé un peu inaperçu. C'est un petit peu la même chose pour Jacques Pradel, dont je disais il y a quelques minutes que c'était pour moi une des plus belles voix de la radio. Son parcours télé n'est pas à la hauteur de son parcours radio. C'est dommage d'ailleurs. Mais l'inverse est vrai aussi. Il y a des gens de télé qui se sont essayés à la radio et ça ne fonctionne pas. Ou des gens qui font de la scène. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas comme ça les métiers. Il n'empêche que dans tout ça, il y en a quelques-uns qui ont la chance de pouvoir tout faire, de s'éclater lorsqu'ils le font. Prenons, là je change un tout petit peu de registre, mais prenons un Patrick Bruel par exemple. Un Patrick Bruel qui est tout à fait crédible en chanteur. Bon, il a une carrière magnifique, mais il est tout aussi crédible en acteur. Et il est tout aussi crédible, je dis ça parce que je me souviens justement à mon époque étudiant, je l'avais rencontré, Patrick Bruel, qui était absolument pas connu, mais qui jouait au théâtre, qui avait un tout petit rôle au théâtre avec Maria Pacôme. Et c'est là la première fois que je l'ai vu, la première fois qu'on a un petit peu sympathisé. Mais voilà, lui, il a le talent de tout faire, mais il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Un Jean-Yann fonctionnait à la radio, fonctionnait encore plus au cinéma. Ouais. Un Jacques Martin a toujours eu... il a fait un film qui s'appelait Na, mais à part ce film qu'il avait produit, puis d'ailleurs qu'il l'a un petit peu légèrement coulé, on va dire, financièrement, je parle. Sinon, il se portait très bien, heureusement. Donc, un Jacques Martin n'a jamais percé au cinéma. Or, il aurait adoré ça. Et c'était pour moi, Jacques Martin est une référence. Le Jacques Martin des premiers... Je parle pas du Jacques Martin de la fin, qui devenait un peu une caricature de lui-même. C'est souvent le cas, d'ailleurs, de beaucoup d'animateurs dans ce métier. Mais c'était pour moi, il était brillantissime, il avait la culture, en brainstorming, il était imbattable, c'est-à-dire qu'on pouvait le lancer sur une phrase et il pouvait retomber sur ses pieds sans aucun problème. C'est de ces gens-là, moi, que je me suis inspiré pour mener ma carrière. Et aujourd'hui, sur la nouvelle génération, s'il y avait une personne qui t'interpelle dans le domaine de la radio, ce serait laquelle? Est-ce qu'il y a encore des personnes, des voix à l'heure actuelle? Oui, alors c'est vrai que maintenant, avec la multiplication des chaînes de télévision, j'avoue que je suis très branché les chaînes d'infos. Ouais. Tout ce qui est les BFM, les CNews, les LCI, les France Info, là je les cite toutes, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Là-dedans, j'ai mes préférences évidemment. Mais c'est vrai que le matin, je vois quand je traîne un peu, pour moi la radio est devenue vraiment un média du petit matin. C'est-à-dire quand je bosse, je dois me lever, c'est la radio, je l'écoute dans ma salle de bain, je l'écoute en prenant mon petit-déj. Je saute sur ma moto, je file. Bon. Quand j'ai plus de temps, j'avoue que je traînasse un petit peu plus devant la télé, devant les talk-shows, devant. Alors donc là, en même temps, je meuble un petit peu là et dans ma tête, j'essaye de chercher une voix. J'essaye de chercher une voix, mais, en tout cas, comme je me parle en même temps, donc c'est un peu. Non mais attends, j'essaye de voir qui est le matin, par exemple, si je prends sur RTL. Mais là, je t'avoue, là, j'en suis resté à des voix un tout petit peu plus anciennes. Oui, c'est ça. Attends, je cherche, et pourtant il y en a plein que j'aime beaucoup. J'essaye Europe. T'as pas des noms qui te viennent en tête? Je vais te dire. Là, moi, je vais pas t'aider du tout. Je vais trouver. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. On en reparle à la fin. Voilà, on revient là-dessus. on le met entre parlera tout à l'heure. parenthèses. Moi, il y a une voix que je trouve sublime, malheureusement, qui est une voix qui s'est éteinte, qui est celle de Macha. Ah, Macha. Tu veux une petite anecdote avec Macha? Oui, je veux bien. Macha. Croustillante. Oh, croustillante, je sais pas. Non, mais quand j'ai commencé mon parcours, j'ai commencé sur Sud Radio, mais bon, là, je vais passer les étapes. Après avoir eu plusieurs expériences, je me suis retrouvé sur France Inter. On a travaillé avec Jacques Pradel dans une émission qui s'appelait Adrénaline, et je faisais speaker qui est un métier. Enfin, je faisais avec Jacques Pradel. J'étais reporter dans son émission le soir. Où j'avais lancé un truc qui s'appelait Est-ce qu'un rocker peut vieillir, et qui avait eu à l'époque au niveau de la radio
un succès assez important. Mais tu avais reçu de grands noms de la musique oui, à l'époque. Oui, bien sûr. Mais Macha, donc je faisais speaker et je disais France Inter, il est minuit, tout de suite on retrouve Macha Béranger, donc qui faisait une émission de confidence au cœur de la nuit que tout le monde connaît. Et puis Macha qui avait quand même un penchant pour la jeunesse, j'étais quand même bien plus jeune qu'elle, et alors elle me regardait avec des yeux, alors peut-être que j'interprète un peu trop, mais c'est quand je la regardais, à chaque fois que je disais on retrouve Macha, je sais pas si on retrouvait Macha ou si moi j'allais la retrouver parce qu'elle était dans le studio voisin, mais je la voyais d'où j'étais, mais c'était une femme assez originale, puis qui avait voilà, typiquement on parlait des grandes voix de radio, elle fait partie des grandes voix de radio. Et l'anecdote alors? Anecdote à propos de quoi? Mais de Macha, tu m'en as promis une là. Ah non, non, mais tu la connais, je te l'ai raconté. Tout à l'heure, non, mais je la raconte pas. Alors, on enchaîne, Philippe Risoli. Oui. La télévision, Oui. il y a eu des émissions de jeux, le Géopardy. Ouais. Géopardy en 89. Qui n'est pas le premier jeu. Hein. Mon premier jeu. À la télévision sur TF1. Oui, mais moi j'ai commencé ma carrière sur Canal+. Allez, alors vas-y, dis-nous tout. J'ai commencé ma carrière le 10 février 86. Je parle en télévision parce que la radio c'est quand même France Inter, puis RTL, c'est pas rien quand même. Mais en télévision, ça commence sur Canal+ en février 86. Et je prends un jeu qui s'appelle Star Quiz. Ouais. Jeu qui obtiendra un 7 d'or, jeu de culture générale, où on demande astuce, humour, rapidité. J'adorais ce jeu. Et curieusement, mon producteur, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, lui non plus, en fait, c'était un malin, il avait pris Jeopardy, et il l'avait retourné à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de donner la réponse et de trouver la question, on posait la question, on donnait la réponse sur un grand mur d'images. Et c'était ça qui était innovant, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'un, j'en sais rien, moi, un candidat me disait tel sujet, par exemple, Henri IV pour 1000, et puis moi, je répondais en 1610. Il fallait qu'ils me disent en quelle année a été assassiné Henri IV. Ouais, voilà. Bon. Et donc là, ça c'était Jeopardy. Et lui avait retourné ça a très très bien marché. Je faisais ce jeu jusqu'au jour où j'avais dit à Pierre Lescure, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire un show à l'américaine où je pourrais chanter, danser, passer de la déconnade totale au sérieux, c'est-à-dire un côté culture. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et il y a un show aux États-Unis qui s'appelait le David Letterman Show, et je voulais faire ça. Et Lescure m'a dit oui, et il a été question un temps que je sois l'animateur de Nulle part ailleurs, et puis ça ne s'est pas fait parce que Pierre Lescure, qui a eu totalement raison, m'a dit t'es trop proche des nuls, si tu déconnes avec eux, tu tiendras pas ton show, et si tu ne déconnes pas, on dira qui c'est ce petit con, quoi, finalement. Et donc Philippe Gildas a pris, et pendant toutes les années qu'on sait, et avec brio, Philippe Gildas, à qui des années auparavant j'avais envoyé des maquettes quand il était sur Europe 1, je lui avais rappelé d'ailleurs à l'époque, donc a pris Nulle part ailleurs, et moi j'ai pris la place de Philippe Gildas le midi, un talk show que j'ai adoré faire, je le classe vraiment dans mes émissions préférées, qui s'appelait Direct. Voilà, où j'ai reçu de Gainsbourg à Jeanne Moreau, qui était ma marraine, tous les plus grands, quoi. Donc voilà, et je faisais aussi le cinéma sur Canal+, avec un monsieur qui s'appelait Daniel Toscan Duplantier, qui était un producteur fort connu. Tous les vendredis soirs, je parlais cinéma. Voilà un peu pour mon début de carrière. Et quand je rentre sur TF1, c'est pas un jeu que je prends. Dominique Cancien m'a appelé, qui était la patronne des programmes à l'époque, m'a appelé en me disant je te veux sur TF1. J'y suis allé. J'ai fait une émission sur la santé qui s'appelait Viva la vie pendant 1 an, en 88. Et c'est à partir de là que j'ai pris ce premier jeu, Jeopardy. Patrick Roy faisait le juste prix, Christian Morin faisait la roue de la fortune. Et Dominique Cancien a eu l'idée de nous réunir tous les trois pour faire une grosse émission de variété dont on parle encore maintenant, qui s'appelait Succès fou. C'était un clin d'œil aussi à un titre de Christophe, Succès fou, il nous avait donné l'autorisation. Produit par Guy Lux, avec qui par ailleurs j'animais des Intervilles. Bien sûr, et en 91. Exactement, 91, 92, j'ai animé pas mal d'Intervilles avec lui, et d'autres bien sûr. Et donc ça a été Jeopardy. Après il y a eu un jeu qui vient de fêter ses 30 ans, là, il y a 3 jours, le 12 octobre 1991, on lançait, avec la complicité de la Française des Jeux,
millionnaire. Tu vois, je vais te dire, tu sais, je disais tout à l'heure en début d'émission, il faut avoir de la chance. Alors, je vais te dire comment je suis arrivé au millionnaire. C'est très simple. Il y avait un monsieur qui s'appelait Igor Alcan, qui lui aussi nous a quittés. Il était jeune, mais il faisait beaucoup. C'était un passionné de cheval et il a fait une chute de cheval. Il est décédé. Et c'était à l'époque un des patrons du côté média de la Française des Jeux, qui s'appelait d'ailleurs la Française d'Images pour l'occasion. Et lui avait demandé à pas mal de gens connus de la télévision. En 90, il y avait eu le mondial de foot au Mexique. Et il avait demandé à des gens de venir faire des pronostics. Mais c'était gratuit, hein, c'était pas rémunéré. Et la plupart l'avaient envoyé balader. Et moi, j'avais répondu. Et bien, le fait que j'ai répondu, il s'en est souvenu. Et quelques temps plus tard, il a demandé à ce que ce soit moi qui anime cette émission. Génial. J'ai refusé dans un premier temps. Pour quelle raison ? Et même parce qu'au départ, ça devait être une pastille de 5 secondes. Ouais. Et c'était un gagnant par jour, quoi, en fait. Et j'ai dit, moi, voir une roue tourner, je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne fais pas de l'animation pour ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc, j'accepte de le faire. Mais je l'ai raconté dans un livre qui a été coédité, qui s'appelait Les secrets du millionnaire, TF1, la Française des Jeux, où j'explique bien que je l'ai refusé à plusieurs reprises et j'ai fini par l'accepter en imposant, entre guillemets, dans la mesure où je pouvais le faire, mes conditions. C'est-à-dire que c'est un vrai format de jeu, c'est-à-dire 26 minutes. Il y a un vrai concept là autour du jeu. C'est que le concept, c'est qu'il n'y avait pas de concept. Ouais. Mais ça voulait dire que moi, j'avais une carte blanche. C'est-à-dire que les gens arrivaient, mais ne se contentaient pas de tourner la roue. C'est-à-dire que je faisais... En fonction de leur personnalité, j'essayais d'improviser un petit show avec eux. Et c'est comme ça que les gens se sont mis à chanter, à danser, à me lire des poèmes, à faire un tas de trucs, à se confier, à parler de leur passion et à parler de leur passion avec passion. Puis j'ai carrément monté un groupe avec Pierre Billon, vous savez, le pote de Johnny qu'on voit souvent. Enfin, je dis le pote. Là, je lui fais un petit clin d'œil à Pierre parce que je l'adore. Et oui, j'étais très très copain, mais c'est surtout un auteur remarquable, hein, parce que c'est lui qui a écrit J'ai oublié de vivre, qui a écrit Femmes des années 80, etc. Pour Sardou. Donc voilà, et on a monté un groupe dans Millionnaire, et je l'ai fait pendant 10 ans Millionnaire, et pendant 5-6 ans, j'avais le groupe avec moi, et on chantait un tas de standards, etc. Donc c'est dans ces conditions que j'ai accepté de faire Millionnaire. Il y a eu malheureusement la disparition de Patrick Roy, et ça m'a conduit à arrêter Jeopardy et à reprendre le juste prix parce que Étienne Moujotte, qui nous a quittés récemment aussi, estimait sûrement que le juste prix était plus fort selon ses critères à lui que Jeopardy. Donc il y a eu ça, il y a eu Succès Fou. J'ai aussi travaillé avec Arthur sur un Prime qui s'appelait SVP Comédie, un autre qui s'appelait avec Gérard Louvain qui s'appelait Capital d'un soir. Oui, ça fait Les Animaux de mon cœur également tous les week-ends pendant plusieurs années. Donc ça a été une quinzaine d'années extrêmement bien occupées avant un arrêt brutal notamment le juste prix. Pour quelle raison ? Parce que ça marchait très bien. Ça marchait très bien, même s'il y avait quand même par rapport à l'époque une légère érosion, ce qui était normal. Le jeu était à l'antenne d'abord par Max Meignier, ensuite par Eric Galliano, ensuite par Patrick Roy, ensuite par moi. Et puis bien plus tard, il y aura même Vincent Lagaffe qui s'y collera. Mais ça c'est plus le même. Là, je parle dans la continuité. Sauf que, rappelle-toi, 2001-2002, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'arrivée de l'euro. Nous changeons de monnaie. Or, le juste prix, comme son nom l'indique, est axé sur des prix. Or, 2001-2002, le public ne domine pas du tout, ne maîtrise pas l'euro. Donc, il est complètement paumé. Je vais leur montrer, je sais pas, n'importe quoi. Six mouchoirs, ils vont me répondre, ça coûte 6 000 euros. Quoi, ouais. Donc, ça n'avait plus aucun sens. Quoi. Ouais. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, on décide de l'arrêter, à ceci près que je devais prendre soit une variété. Alors, on m'a dit, oui, on t'avait promis la Starac. Non, on ne m'a jamais promis la Starac. Par contre, on m'avait promis une variété. Et il se trouve que la Starac est arrivée à ce moment-là, et c'est Nikos qui a été choisi. Ou sinon, une émission caritative le dimanche après-midi, qui finalement ne s'est jamais faite non plus. Donc, à un moment, vous avez le directeur des ressources humaines qui vous appelle, qui dit, non, mon petit gars, t'es bien payé, mais on ne te voit pas à l'antenne, donc merci, au revoir. Là, on est au début des années 2000, on est en 2002, la TNT n'existe pas, parce qu'elle arrivera vraiment en 2007, on va dire.
Et bah, je me retrouve un petit peu à la rue, quoi. Donc voilà. Et alors, il se passe quoi après quand on a été sous les feux, les projecteurs, à la radio, à la télé, j'imagine que autour de cela, il y a un Alors, engouement, le alors, public. On fait alors, comment ça se gère, ce il faut essayer passage? de bien le gérer, parce que c'est vrai que c'est l'effet Ouais. domino, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'écroule, les autres suivent. C'est vrai que petit à petit les portes se ferment. C'est là aussi on se rend compte qu'on n'a pas que des amis dans ce métier, des gens qui sont parfois un petit peu jaloux de votre réussite, d'autres qui sont envieux, d'autres que vous pensez bien connaître, mais justement vous les connaissez tellement, eux qui ont quelques responsabilités n'ont pas envie que vous veniez connaissant leur passé. Ceux que vous avez connus en tant qu'assistant, par exemple, moi j'en ai un qui a été mon chroniqueur du temps de Canal+, qui après a eu une fonction à qui je m'entendais parfaitement bien, avec qui on a eu une fonction importante, et j'ai appris qu'il me faisait barrage pour que j'aille sur France 2, par exemple. Ouais. Mais Ah oui, d'accord. je l'ai appris quelques temps plus tard, alors qu'on déjeunait ensemble et qu'on s'entendait bien. C'est un métier où c'est un peu comme en politique, quoi. Il y a parfois quelques vraies amitiés sincères, mais c'est assez rare. Pour le reste, un peu sans foi ni loi, quoi. On est, on est amis quand ça marche, quoi. Et quand ça marche un petit peu moins, moi, il y a plein de gens qui m'ont effectivement tourné le dos. Alors après, il faut être bien entouré, parce que c'est vrai qu'on peut être plongé très vite dans une certaine solitude. Ouais. Et moi, attention, il y a ceux qui ont fait 3 mois de télé. Bon, bah, en plus, ils ont des problèmes financiers. Moi, c'était pas mon cas, puisque je sortais quand même de pratiquement 20 ans sans interruption de radio, de télévision. Donc, de ce côté-là, ça allait. C'était pas vraiment mon problème. Mon problème, d'une suractivité. Vous devenez un petit peu, parfois, un peu inactif, quoi. C'est ça. Donc, il faut surtout pas se laisser aller. Voilà, faut faire un tas de trucs. Et moi, je suis revenu. Alors, je suis jamais revenu au niveau que j'avais atteint dans les années 90, qui était vraiment dans le top 10 des présentateurs, quoi. Mais je suis revenu suffisamment pour bien m'amuser, bien m'éclater. Par une publicité, on est venu me chercher pour France Abonnement. Donc voilà, donc pendant 4 ans, j'ai fait cette publicité. Ça a donné à la direction de Sud Radio l'envie de me rappeler. J'ai refait de la radio en 2010. Alors, je faisais une émission qui me branchait totalement, qui s'appelait Code Risoli, où je décodais quotidiennement l'actualité. J'avais une petite Christelle avec moi qui était mon assistante, et on était vraiment deux, et à deux on se tapait tout le travail, hein. On faisait absolument tout, hein. Mais ça me passionnait, mais toute la grille a été chamboulée à la fin de l'année. On a tous été virés, donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai fait là, et puis un ancien assistant m'a rappelé. Il avait monté une société de production et il voulait produire l'école des fans. Et donc, je suis revenu sur Gulli, pareil, pendant 4 ans. Ouais. Mais là encore, et c'est marrant parce que c'est là où je dis, là, la changeouk, je vous dis, Sud Radio, ils ont fait sauter la grille, puis après, c'est toute la direction qui a changé. Malheureusement pour moi, sur Gulli, alors que je m'entendais parfaitement avec la direction, on a fait l'école des fans pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, la direction a sauté. Et la nouvelle direction ne trouvait que ce concept de l'école des fans était un peu trop marqué années 90, donc ils ont souhaité passer à autre chose. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que le théâtre est arrivé. Alors, avant de parler de théâtre, Philippe Risoli, moi, j'aimerais avoir ton avis, parce que tu as du recul. Aujourd'hui, nous sommes dans une école qui forme, donc Studio École de Ouais. France, qui forme les futurs journalistes, les futurs techniciens, radio, télé, également les futurs animateurs, radio ou télé. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'intégrer ce milieu? Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas énormément de chances de réussir, même s'il y a une multiplication des médias. Pourquoi ? Parce que quand on réussit, ceux qui réussissent, mais je ne crache pas dessus, puisque je l'ai fait en montant, cumulent plusieurs postes. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des animateurs radio. Souvent, ce sont des animateurs télé qui font de la radio et qu'on emploie parce qu'ils sont Et identifiés. ils ont une notoriété. Ils ont une notoriété. Eh oui. Bon, mais ça m'est arrivé de la même manière, hein, Bien sûr. donc je vais pas. Bon, donc voilà. C'est un peu le système de l'entonnoir. Mais je crois pour moi, il y a 3 données. Il y a d'abord le travail.
Il faut absolument travailler et donner l'impression à ceux qui vous écoutent en radio, qui vous regardent en télé, qui viennent vous voir au théâtre, donner l'impression justement que vous n'avez pas travaillé, c'est-à-dire que c'est du divertissement à l'état pur, alors que derrière, vous avez travaillé comme un forcené. Donc voilà, mais il ne faut pas que ça se sente. Surtout, ça c'est primordial. La deuxième chose, il faut travailler, il faut avoir de la chance, c'est-à-dire se trouver là au bon moment. Ou connaître au moins au début la bonne personne, celle qui va vous donner un petit coup de pouce. Sans coup de pouce, et maintenant on dit ah oui, bah, à l'époque des Brassens, des Brel qui étaient aux Trois Baudets ou je sais pas où, aux Deux Ânes ou je ne sais quoi, au théâtre des 10 heures. Ça n'existe plus vraiment maintenant. Enfin, dès l'instant où on a du talent, on est repéré. Oui et non. Moi, je pense quand même qu'on a besoin d'un petit coup de pouce au départ. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont énormément de talent et qui ne perceront jamais parce que justement, ils n'auront pas ce petit zeste de chance pour les aider. Et c'est bien dommage. Et ma troisième donnée, donc le travail, la chance. Et la troisième donnée, c'est le talent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire des claquettes pour être Fred Astaire. Il faut avoir le talent. Vous avez plein de jeunes qui ont envie de le faire, qui travaillent pour ça, mais le talent, malheureusement, c'est totalement injuste. Le talent, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et ça ne se travaille pas. Ça ne se travaille pas. Vous avez des gens qui vont... Enfin, ça se travaille après. Après, le travail va ajouter au talent. Voilà, mais il faut avoir une base. Voilà, il faut avoir, disons, des prédispositions au départ. Vous pouvez bosser comme un malade. Si vous n'avez pas le talent, vous serez... Moi, je me souviens d'un copain quand j'étais à la fac de droit. Il voulait être comédien. Il connaissait pas mal de monde. Il était plutôt beau gosse, donc tout allait bien. Il a réussi à décrocher des rôles au théâtre, mais le pauvre, il était mauvais voilà. Et il a eu beau avoir tous les pistons possibles. Et il a jamais percé parce que le public de toute façon, même les professionnels d'ailleurs ne l'engageaient pas. En revanche, il était passionné par ça. Ouais. Et c'est devenu, je ne dirais pas son nom, mais un des plus grands attachés de presse de Paris. Et ça, depuis pratiquement 30 ans maintenant. Ouais. Le type, il est dans les number one. Mais il vit pleinement et il est heureux. Vit par procuration, on va dire. Je ne veux pas être méchante. Mais c'est vrai que c'est très souvent je dirais c'est pas le cas. Ça parce qu'on ne peut pas être heureux par procuration. Ouais. On est heureux ou on ne l'est pas. Oui, mais vrai. Donc lui, il s'est totalement épanoui dans ce métier-là parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui a compris qu'au fond, c'est OK, mais il n'était pas fait pour ça. Ouais. Bon, et je pense que moi je le vois quand évidemment j'ai un œil critique, mais quand je mange, je suis resté un spectateur de base, moi, spectateur, auditeur, téléspectateur. Je mange des heures de télévision. Je suis resté un peu comme l'ancienne génération. Je regarde pas ça sur mon smartphone. Moi, je regarde ça sur un écran de télé quand je suis chez moi. Voilà. Et donc, je détaille tous les jeunes journalistes qui arrivent. Je disais tout à l'heure que j'adore les chaînes d'infos. J'aurais aimé d'ailleurs faire un talk show comme ça, ou au moins y participer. Je regarde à peu près tout ce qui se fait et je vois tout de suite, je repère tout de suite la force de quelqu'un. Je vois immédiatement sa faiblesse. Mais même quelqu'un qui a du succès, je connais ses points, je les vois, je les sens parce que c'est ma vie et que là maintenant j'ai suffisamment de métier en plus pour savoir ce que je regarde ou ce que j'entends. Alors dis-moi Philippe Risoli, moi il y a une question, je n'avais pas prévu ça, mais dans la conversation, il y a une question là que j'ai envie de te poser, oui. Parce que tu regardes énormément la télé, tu écoutes certainement la radio, oui. Ça n'abîme pas quand on a cet œil ou cet ouïe aiguisé quand on écoute une émission ou quand on... Ah, là, ça va pas. Là. Est-ce que ça n'abîme pas cette... perception. Voilà, cette perception. Mais c'est exactement comme quand un metteur en scène va voir un film. Oui, alors c'est pour ça, c'est la question que je te pose. C'est justement ça. C'est quand vous allez voir un film, qu'on soit metteur en scène ou quand on connaît les ficelles du métier ou la façon dont les trucages... Si vous rentrez dans l'histoire... c'est fini, il n'y a plus aucun problème. Si vous ne rentrez pas dans l'histoire, c'est là où vous allez commencer à voir les raccords, les chants, contre-chants, etc. En matière de radio et de télévision, c'est la même chose. Si vous êtes embarqué dans un talk avec quelqu'un qui va vous passionner ou qui va vous faire rire ou qui va vous intéresser intellectuellement, ou qui va, etc. Là, il n'est plus question, enfin, vous en foutez qu'il n'ait pas regardé au bon moment la bonne caméra, qu'il ne maîtrise pas forcément à 100% l'objet
les médias, mais en revanche, si vous commencez à vous ennuyer ou à trouver le temps long, là, vous le voyez. Et là, ça devient... là, je zappe, de toute façon. Oui, de toute façon, tu restes pas longtemps. Dis-moi, on va parler de quelque chose que j'aime, qui a d'ailleurs Vous voulez donc encore parler de moi? Écoute, on va continuer à parler de toi. mais toi, mais évidemment, je sais bien. Mais on va beaucoup parler de toi en seconde partie. Mais sur scène cette fois-ci, au théâtre. Alors, je dis au théâtre parce que le théâtre, moi, c'est ce que j'aime. Je ne suis pas une grande fan de cinéma. Le théâtre, l'avantage, j'ai l'impression que le théâtre est fait pour les courageux. C'est-à-dire qu'on saute sans parachute. C'est une aventure, le théâtre. Cela dit, quand vous faites un prime time sur une grosse chaîne de télé, comme j'ai pu en faire, genre la fête de la musique, où vous vous retrouvez devant 100 000 personnes, place du Trocadéro, en direct sur la plus grande chaîne d'Europe, etc., je peux vous dire que c'est aussi sans parachute. C'est évident. Mais moi, je comparais le théâtre et le cinéma. Voilà. Donc c'est pour ça que je faisais... D'accord. Non, alors déjà, le théâtre, c'est pareil. Là, ça va être un petit peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est pas parce que vous avez un nom connu que vous allez être bon au théâtre. Vous pouvez être un très bon présentateur et mauvais comédien au théâtre. Moi, depuis longtemps, je voulais faire de la scène. Alors, j'en faisais souvent au travers de mes émissions de télévision. J'en ai oublié une très importante que j'ai adoré faire dans mon curriculum vitae express, c'est la nouvelle affiche. La nouvelle affiche sur la 3, prime time, en direct, où j'ai rencontré des gens fabuleux qui vont donc de Goldman à Cabrel, à Johnny, etc., où j'ai passé des moments merveilleux avec eux, surtout avec Goldman. Goldman, qui pour moi, je le mets entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, mais qui est mon idole. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le plus grand. Il est comment, Goldman? Est-ce qu'il est comme on l'imagine? C'est un garçon éminemment sympathique. Ouais. C'est un surdoué. C'est un surdoué. Ouais. La façon dont il écrit, dont il perçoit les personnalités. Quand il écrit Pour que tu m'aimes encore, pour Céline Dion, par exemple. C'est un génie. Il faut vraiment qu'il ait décelé exactement. Ouais. Quand il écrit Aïcha pour Raled, quand il écrit pour n'importe qui. Il faut avoir une sensibilité. Mais donc, je disais, c'est l'époque où j'étais sur scène et j'improvisais beaucoup. Et puis, vous savez, quand vous faites ce métier, vous êtes souvent demandé pour des galas, des choses comme ça. Et là, j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle maintenant le stand-up, où je me retrouvais sur scène, je devais présenter quelqu'un, mais avant de le présenter, je faisais un quart d'heure d'improvisation, et donc je voyais que j'aimais ça. Et donc, je voulais faire du théâtre, et j'avais eu l'occasion d'en parler, notamment avec Nathalie Marquet, la femme de Jean-Pierre Pernaut, que je connais bien et avec qui je suis ami, avec les deux d'ailleurs. Ça, c'était en 2013 ? Oui, on est en 2013, mais j'en parlais déjà depuis un moment avec Nathalie, et Nathalie m'appelle, me dit je cherche quelqu'un pour jouer le rôle de mon mari, ce qui en soi n'est pas désagréable, à la scène. Dans une pièce qui s'appelle Piège à Matignon, qui traitait de la rumeur, comment une simple rumeur non fondée peut détruire quelqu'un, mais tout ça vu sous l'angle de la comédie, il n'y avait rien de triste là-dedans, c'était très drôle même. Bon. Donc voilà, et je lui ai dit mais tu sais, moi je sais qu'en stand-up je tiens la route, maintenant j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, il faudrait que je sache. Alors j'ai pas accepté tout de suite, à tel point que quand elle m'a envoyé la pièce à lire, je l'ai pas rappelé. Un jour elle m'a envoyé un petit SMS avec eux, elle dit mais t'as pas fait une crise cardiaque en le lisant, t'es pas mort quand même parce que j'ai plus de nouvelles. Non, c'est simplement que je suis allé voir un metteur en scène qui a pignon sur rue à Paris, en France, qui a mis en scène plein de pièces. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire si oui ou non je tiens la route, quoi. J'ai un petit talent pour faire ça. Il m'a dit, c'est simple, on va faire des bouts d'essai. Donc, il m'a fait faire un tas de bouts d'essai. Je me rappellerai toujours, la première chose qu'il m'a dit, mais ça très, très rapidement, au bout de 10 minutes, il m'a dit, tu as déjà un atout énorme, c'est que tu parles juste. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu parles avec les mots des autres, c'est juste ce que tu dis. Parce qu'on peut parler faux, comme il y a des gens qui chantent faux, des gens qui adorent chanter mais qui chantent faux, parce qu'ils n'ont pas l'oreille, c'est un problème d'oreille interne, et c'est la même chose, on peut parler faux, ça arrive. Et là, il m'a dit, tu parles juste. Alors maintenant, au niveau de ton corps, de te déplacer, ça, je comprends bien que tu sais le faire, tu as l'habitude. Mais maintenant, il va y avoir néanmoins une gestuelle théâtrale à apprendre qui est très, très différente. Parce que si effectivement, on peut dire que c'est un lointain cousin, le comédien de théâtre et de boulevard en particulier, de l'animateur, mais c'est un cousin très éloigné de la 4e génération. Il y a plein de choses qui
diffèrent. Et ça, il faut les apprendre. Et pendant 6 mois, là, pour le coup, j'ai travaillé avant de me présenter. Mais curieusement, je pense que ce soit en radio ou en télé, vous pouvez demain matin me confier une émission de télé. Franchement, j'y vais assez détendu, même si c'est en public devant, je vous dis, 20 000 personnes, ça ne me pose mais alors aucun problème. Au théâtre, c'est peut-être justement parce que c'est pas ma vocation première et que j'y suis venu un petit peu plus tard. J'ai pas le trac, mais j'ai une certaine tension. Une appréhension ou pas en télé, en théâtre. Mais en télé, on peut se parler 3 minutes avant de rentrer en direct à 21h. Ça ne me pose aucun problème. En théâtre, j'ai besoin un tout petit peu d'être seul pour bien. Souvent, comme dans les pièces que j'ai jouées, j'ai toujours été le personnage autour duquel gravitaient l'histoire et les personnages. Les autres interprètes. Donc, généralement, je suis toujours rentré. J'ai joué 4 pièces de théâtre différentes. À chaque fois, je suis le premier sur scène. Et c'est ouvrir le truc, c'est difficile parce que on ouvre rarement avec un éclat de rire, donc il faut poser la situation, il faut que le spectateur comprenne ce qu'il est en train de voir et pige un petit peu avec un peu d'avance la trame et ce qui va se jouer devant lui. Donc il faut à la fois être juste, il faut à la fois être pas... généralement, c'est pas très drôle puisqu'on pose les bases de la pièce qui arrive. Il faut pas non plus l'ennuyer, parce qu'on va dire qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est... Je vois par exemple la pièce que je joue actuellement qui s'appelle Bonne Pioche, avec entre autres Elisa Servier. On ouvre par une scène assez longue où on est en face à face. Et vous êtes tous les deux. On est deux. C'est un face à face entre une femme qui veut quitter son mec et son mec qui ne la prend pas au sérieux, quoi. Alors il faut à la fois poser ça, mais la scène est assez longue, mais il faut pas ennuyer le spectateur. Donc, ça me demande quand même une certaine concentration. Et en fait, plus il y a du monde, plus je suis à l'aise. Moins il y a de monde, plus j'ai Pour quelle raison? C'est marrant, ça. Je sais pas, s'il y a 4 personnes là devant moi, ça me met plus la pression que s'il y en a 3000. Quoi. Je sais pas. C'est marrant. Et donc, on va parler de théâtre, même si on a bien commencé. On va parler de Bonne Pioche, puisqu'on y est. C'est de l'actualité, évidemment. En tournée, actuellement. Ouais, alors vous jouez là comme ça. La prochaine escale, j'ai envie de te dire. C'est à Vissou, c'est ça? Oui, c'est demain soir. Demain soir, Vissou, 21h, à l'espace Antoine de Saint-Exupéry, sauf erreur de ma part. Cette histoire, avant qu'on rentre dans le détail, Bonne Pioche, ça parle de quoi? Fais-nous un petit pitch. Alors, Bonne Pioche, c'est simple. C'est une jeune femme qui est... ils ne se sont pas mariés, donc ça, la compagne d'un auteur de pièces de théâtre, justement, que j'ai le plaisir d'interpréter, qui s'appelle Benjamin. Elle s'appelle Clémentine, et au tout début de la pièce, donc, on comprend. Ils sont en train elle est en train de jeter un œil sur la nouvelle pièce de théâtre, la comédie que Benjamin est en train d'écrire, et donc elle commence par lui lire quelques... Voilà, et... Lui, il est assez imbu de lui-même. C'est pas imbu, mais il est très content de lui quand même. Oui. L'autre lit. Il se remet pas beaucoup en question, en tout cas. Alors, elle lui lit des extraits de sa pièce et lui est là, bien, très bien, comme c'est joliment dit. Enfin, il se prend pour Molière, quoi. Ouais. Donc voilà, jusqu'au moment où elle lui dit, bah oui, mais moi je trouve que c'est de la merde, quoi. En gros, elle lui dit ça et lui, déjà, ne comprend pas. Puis elle lui dit, et puis de toute façon, je m'ennuie avec toi. C'est ça, je crois qu'elle s'ennuie avec lui parce que lui est tellement pris dans ses histoires d'écriture, de pièces de théâtre qu'il la regarde plus beaucoup, quoi, en fait, alors que c'est une femme très séduisante. Et il la trompe même pas, je pense pas, enfin en tous les cas, non, mais il est ailleurs, il la délaisse un petit peu. Et comme toute femme délaissée, eh bien, il y a un moment, elle en a ras-le-bol. Alors dans un premier temps, elle a commencé par avoir des petites aventures d'un jour avec son dentiste, avec le copain de son mec, mais des trucs très courts, parce que l'idée, c'est pas de le tromper, c'est pas d'avoir une vie parallèle, c'est d'essayer peut-être aussi de le rendre jaloux, mais lui, il est tellement ailleurs qu'il s'en rend même pas compte, donc voilà. Et elle lui dit, bah voilà, je te quitte, et lui pense qu'elle plaisante. Voilà. Alors je vais pas aller plus loin pour que les gens qui viennent nous voir aient un peu de suspense, mais je vais quand même dire que 2 autres personnages vont intervenir dans cette histoire, qui sont alors les fameux électrons libres et complètement déjantés à leur manière. Il y a ma sœur
ma sœur qui est lesbienne. Bon, il n'y a rien à redire là-dessus, à ceci près que elle, au lieu de m'aider, elle se dit non, c'est peut-être l'opportunité de choper ma belle-sœur, ça. Donc voilà, donc finalement, ça, elle ne m'arrange pas du tout. Et en plus, elle vient squatter chez moi, ce qui m'arrange encore moins. Et puis, malheureusement, j'ai la très très mauvaise idée de demander de l'aide à mon meilleur copain. Mais mon meilleur copain, c'est un gros lourdeau, quoi. Un gros lourdeau qui est plutôt un beau mec. Ça, ses barres de chocolat, ses muscles, il a tendance à les montrer. Oui, c'est vrai. Petit clin d'œil à Jean-Philippe Azéma, qui est aussi le metteur en scène de la pièce. Oui, Jean-Philippe, j'ai pas cité ma sœur, c'est donc Claudine Barjol, ex du Petit Théâtre de Bouvard et qui a tourné dans beaucoup de pièces et qui est très très drôle. Elle voilà une personne qui de façon innée a le pouvoir de faire rire. Elle apparaît, on rit. Je confirme. Donc et lui il va sans méchanceté aucune et sans arrière-pensée, par bêtise, il va me pourrir la vie, il va envenimer la situation. Donc voilà, alors, tout ça va se dérouler devant les spectateurs avec une fin dont je ne dirai rien. Bien évidemment, assez surprenante, totalement inattendue. C'est vrai. Est-ce que tu sais comment ont travaillé les auteurs Bruno et Patrick? Comment est née cette pièce? Est-ce qu'elle est autobiographique? Bruno Druard, Patrick Angonin. Oui, tout à fait. Voilà. Comment ils ont travaillé, je ne sais pas, parce que voilà, on parlait de chance tout à l'heure. Je vais t'avouer comment je suis arrivé sur scène. Moi, j'ai pas d'attaché de presse, j'ai pas d'agent. Je connais peu de gens dans le théâtre, c'est surtout moi en télé. Pour quelle raison d'ailleurs tu n'as pas d'équipe autour de toi? Rappelle-toi, au début de l'interview, je t'ai dit que j'avais un doctorat en droit, donc tout ce qui est contrat, je suis pas mauvais là-dedans. Et en plus, moi, j'étais spécialisé dans les droits d'auteur, donc c'est un domaine que je connais bien. Donc je vois pas pourquoi j'irais donner 10% de mon cachet ou plus à quelqu'un qui va me rédiger un contrat que je suis tout à fait capable de rédiger tout seul. Donc voilà, alors, c'est aussi parfois une erreur. Parce qu'un agent, mais je vois moi tous mes amis là qui ont des agents, il y a deux solutions. Soit vous appelez Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, et très franchement on vous appelle. Donc voilà, et soit vous appelez Marcel Dugenou et on vous appelle pas. Et même si l'agent vous propose, si on n'a pas envie, je crois pas trop au rôle de l'agent. Je parle pour des comédiens de ma catégorie, je veux dire. Bon, si peut-être ça pourrait m'être utile, puisque là je parle beaucoup de moi, parce que dans cette émission, mais en règle générale je parle peu de moi, donc peut-être que ce serait peut-être pas mal pour bien dire attention, en ce moment il est surtout au théâtre, donc s'il y a un rôle intéressant, pensez à lui, parce que parfois on peut toujours se dire il aurait été bien, mais lui c'est un type de radio de télé, et bon, je me suis pas encore imposé en homme de théâtre comme je l'ai été en homme de radio ou de télévision. Et ça, c'est le travail de l'attaché de presse. Ça, c'est le travail de l'attaché de presse ou de l'agent, qui est aussi un petit peu différent. Mais donc, oui, donc comment je suis arrivé sur cette pièce? C'est une histoire. Tiens, tu voulais une anecdote, je vais t'en raconter une. Je suis allé voir un camarade un jour qui jouait une pièce de ces deux auteurs. Donc Bruno Druard, Patrick Angonin. C'était au Palace, et à la fin, au moment où je vais dans les loges pour féliciter mon ami, Bruno Druard en question vient me voir, me dit, je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, je m'appelle Bruno Druard, honnêtement je ne le connaissais pas. Il m'a dit, moi je vous trouve sympa, je vous ai vu dans Piège à Matignon et j'aimerais bien écrire une pièce pour vous. Je me suis dit, ça doit être un illuminé, lui. Donnez-moi votre téléphone. J'ai failli lui donner un faux numéro, je te dis tout de suite. J'ai failli dire, oui, 06 12 50 10. Tu vois, bon. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi. Et il sera ravi de le savoir. Oui, voilà. Et je lui ai raconté parce que on a fait la captation pour la chaîne Comédie de cette pièce à Drancy, où tu nous as fait l'amitié. Bien évidemment, Marcel Ardieu était présente, oui, c'est vrai. Venir Jazzia. Donc je lui ai raconté cette anecdote, donc je lui ai donné mon numéro. Là, il s'est passé 3-4 ans. Entre-temps, j'ai écrit une pièce que j'ai commencé à jouer, qui a été arrêtée pour cause de Covid. Laquelle? Qui s'appelait Tu rentres quand du Panama. Avec Loïs de Jadot. Que j'adore. Et Loïs de Jadot, que j'adore. C'est pas mal, ça. C'est vrai, en plus. Et avec notre amie Gisèle des Ventes, Dominique Delacoste. Avec Dominique Delacoste. Voilà, mais malheureusement, on a été interrompu par la Covid. Mais donc, 3 ans plus tard, je reçois un coup de téléphone. Vous vous souvenez pas de moi? Je m'appelle Bruno Druard. J'avais complètement zappé, j'avais oublié. Il me dit, mais si, rappelez-vous, c'était au Palace. Quand il m'a redit la scène, là, évidemment, là, je me suis souvenu. Et voilà, j'ai écrit une pièce. Ça s'appelle Bonne Pioche. Si vous donnez-moi votre mail, je vous l'envoie. Ça a été écrit pour vous. Maintenant,
Si ça vous intéresse pas, vous me le dites, on l'adaptera pour quelqu'un d'autre. Et puis j'ai lu cette pièce et donc, tu vois, c'est vraiment, si ce soir-là, j'étais pas allé saluer mon pote qui jouait au Palace, peut-être que je n'aurais jamais rencontré Bruno Druard. Alors peut-être qu'il aurait sûrement écrit une pièce qui aurait ressemblé à celle-là, j'en sais rien. Ouais. Mais donc voilà, donc c'est les parcours, c'est toujours assez étonnant. Hein. Regardez, Daniel Auteuil a fait Hugolin et c'est là où sa carrière a vraiment démarré. Mais c'était pas lui au départ, c'était Coluche qui devait plus ou moins faire le rôle. La vie est une belle aventure, j'ai envie de te dire, Philippe Risoli. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Dis-moi, quand tu as lu l'histoire qui parlait de quelqu'un d'assez imbu de sa personne, tu t'es pas vexé en disant mince, il a écrit ça pour moi? Non, parce que c'est quelqu'un d'un peu imbu, mais qui a de l'humour quand même. Oui. Qui a de l'humour, c'est-à-dire il est pas bête du tout. Hein. Ouais. C'est pas quelqu'un, c'est pas le crétin fini, imbu de lui-même. C'est quelqu'un. Quand je dis imbu, c'est même pas vraiment le mot. C'est qu'il est sûr de lui. Il est sûr de lui. C'est un peu toi, ça ou pas? Ça dépend des circonstances. Ouais. Quand tu es sur un terrain connu, c'est-à-dire qu'en matière de radio-télévision, oui, je crois que je suis sûr de moi. Je pense que j'ai assez de métier, assez de mon parcours est suffisamment. Je pense que j'ai le droit d'être sûr de moi. Ce qui n'empêche que je peux me tromper. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis infaillible. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais là, cet auteur-là, il a de l'humour et moi, j'aime les gens qui ont de l'humour. J'espère en avoir. Donc il a de l'humour et puis il se fait un peu reprendre par sa femme et puis attention, on a parlé du début de la pièce, mais au fur et à mesure son personnage évolue, il devient un petit peu plus humble, il devient plus sentimental, il devient plus quoi. Donc oui, sûrement. Et puis il adore écrire, donc il adore écrire. Et moi, c'est aussi une de mes passions. Oui. On n'a pas parlé, mais l'écriture, j'ai toujours adoré ça, que ce soit des chansons, que ce soit des textes, que ce soit des... Voilà, donc... Il y a un bouquin en cours ou pas? Parce qu'on n'en a pas parlé de ton livre qui est en écriture en ce moment. Oui, le nom de code, c'est pas forcément le nom définitif, c'est le dernier témoin, parce que c'est un clin d'œil à mon père qui est décédé le 16 juillet dernier. Après un peu un parcours du combattant, alors on dit toujours, oui, il a eu une longue maladie. Moi, je le dis clairement, il a eu un cancer de la plèvre dû à de l'amiante. On ne sait pas comment il a pu inhaler de l'amiante. C'était pas dans son métier. Il était imprimeur, il n'y avait pas d'amiante. Donc, pourtant, c'est ce qui l'a emporté dans des souffrances terribles. Et c'est un peu l'histoire de mon père, fils d'immigrés italiens. Parce que oui. l'immigration, c'est un peu en ce moment, on en parle beaucoup. Bien sûr. Fils d'immigrés italiens qui va s'adapter à la France à tel point qu'à la fin, il ne saura même plus parler italien, tellement on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il parle italien, parce qu'à l'époque, les Italiens n'étaient pas franchement amis avec les Français. Je parle du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Donc je mêle mon enfance, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué à résumer parce que mon idée, c'est je pars du réveillon, du repas du réveillon de Noël de mes 12 ans, où là, il y a des personnages qui sont autour de moi. C'est un réveillon où on retrouve ma famille proche, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, mon frère, ma mère, mon père, ma grand-mère, etc. Et à travers ces personnages, à travers ce qu'on a mangé ce soir-là, à travers les cadeaux que j'ai trouvés le lendemain au pied du sapin, je vais raconter mon amour de la radio, mon début en télé, etc. Et tout ça est entrecoupé du jour où on apprend, mon père et moi, qu'il a une maladie et que cette maladie est incurable, est irrévocable et on sait que ça se terminera mal. On fait semblant de ne pas le comprendre, mais on le sait. Donc en pointillé, je parle pas vraiment de télévision. J'y fais allusion à un moment, mais c'est surtout, je parle vraiment de radio et je parle de mon enfance, mon adolescence et de ce parcours de mon père qui, fils d'immigrés, mon grand-père, moi, il parlait français, mais je comprenais pas pourquoi il faisait tant de fautes. Je me disais, comment il parle, lui? C'est incroyable, parce que j'arrivais pas à réaliser qu'en fait, avant, il était italien. D'ailleurs, il a toujours été italien, il n'a jamais été naturalisé français. Donc voilà, c'est ce que raconte un petit peu ce bouquin. J'avoue que c'est très drôle parce que je me suis arrêté le 10 novembre de l'année dernière le 10 novembre d'il y a un an et demi maintenant, parce que j'ai compris deux choses. C'est-à-dire que mon père, ça allait aller de plus en plus mal, donc j'avais du mal à écrire ces passages-là. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai aussi que nous peaufinions, Loïs de Jadot et moi,
tu rentres quand du Panama, et j'arrivais pas à écrire les deux trucs en même temps. Mais là, maintenant en plus, j'ai malheureusement le dénouement de l'histoire. Hein, donc... Donc voilà quoi. Tu vois, j'en suis presque ému parce que ouais. tu vois la dernière phrase que m'a dit mon père, donc il est décédé le 16 juillet, le 14 juillet, je me suis dit tu vois qu'il va faire un pied de nez, il va mourir le 14 juillet, jour de la fête nationale française. En fait, il est décédé le 16 et la dernière phrase qu'il m'a dit, va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Et je me dis que finalement c'est peut-être comme ça que j'appellerai mon bouquin. Donc voilà. Oui, pourquoi pas, effectivement. Ce serait un bel hommage, en tout cas, à ton papa. Est-ce que tu as l'intention de continuer? Est-ce que ce bouquin va quand même voir le jour? Alors, j'espère normalement. Alors, tu vois, normalement, je peux le dire, il était prévu que je signe, et c'est pratiquement eux qui me l'avaient commandé aux éditions du Cherche Midi. Et puis, pour une raison qui m'est un peu inconnue, ils se sont dérobés. Alors, on ne peut pas dire que c'est à cause du livre, puisqu'ils ne l'ont pas lu. Mais je pense qu'eux souhaitaient que je parle d'anecdotes de télévision, et notamment du Juste Prix. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de raconter ce que j'ai dans les tripes, ce qui m'intéresse, ce qui peut intéresser les gens aussi, et pas simplement des anecdotes sur un gagnant lambda qui est reparti avec une batterie de cuisine ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Et tu as bien raison. Philippe Risoli, on se fait un petit résumé quand même de ton actualité. Bonne pioche. En tournée, est-ce que tu as des dates comme ça à nous communiquer? Ah bah oui, j'ai pas les dates parce que je suis pas un agenda vivant, mais par contre j'ai des villes. On va jouer à Orange. Je suis ravi de retourner à Orange parce que la dernière fois que j'y ai joué, c'était pour Piège à Matignon. Et on est arrivé en avance avec une comédienne qui jouait avec moi. Le théâtre était fermé, il était plongé dans le noir. Et Orange a cette particularité qu'il n'y a pas de scène. C'est-à-dire qu'on est à même le sol et le premier rang est à 3 mètres de nous et face à nous. Mais par contre, pour y arriver, on arrive en hauteur. Et on est rentré, un pompier de service nous a ouvert, il a dit « Suivez-moi », on l'a perdu un peu de vue parce qu'il faisait noir. Et j'ai glissé, je suis tombé sur un siège, je me suis cassé 3 côtes. Ah oui, d'accord. Et j'ai joué avec 3 côtes cassées, ça a été un enfer. Donc j'ai hâte de revoir ce théâtre et de me dire, parce que quand j'y ai joué avec 3 côtes cassées, j'ai souffert, donc j'en ai pas un très bon souvenir. Donc je suis ravi d'y rejouer en me disant cette fois-ci, ça va bien se passer. Donc il y a Orange, il y a Aix-en-Provence, il y a Vissou demain déjà. Il y a Roissy qui est en région parisienne également. Je sais qu'il y a des dates dans l'est de la France. Il y a un peu, mais alors malheureusement c'est une tournée un petit peu tronquée parce qu'on aurait dû jouer cette pièce, non pas cette année, mais l'année dernière. Et elle a été interrompue pour cause de confinement. Donc ça a été repoussé une première fois. On aurait dû donc jouer en mars dernier. Là, deuxième confinement, très précisément. Ça a été repoussé, mais au fur et à mesure, la saison passe, d'autres pièces de théâtre arrivent, les salles sont prises, donc il y a tous ceux qui ont pu nous reprogrammer. Et puis ceux qui, malheureusement, au bout de la 3e programmation, ont dit on est désolé, mais là, on n'a plus de place. Et c'est vrai que c'est un peu la bousculade. On a quand même perdu, à cause de cette saloperie de coronavirus, pas mal de dates. Mais néanmoins, ceux qui veulent nous voir auront le loisir. Je crois que quasiment, on va jouer jusqu'à mi-janvier, en gros. Donc tout le mois de novembre, décembre et janvier. Donc ça laisse pas mal de petites dates. Est-ce qu'il y a un projet de retour sur Paris ? Sur Paris, a priori, je ne crois pas. Moi, j'adorerais parce que là, j'ai vu, il y a eu la captation. Donc, ça va être diffusé de toute façon au premier semestre sur la chaîne Comédie. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu là, dimanche dernier, on a joué dans un théâtre magnifique qui est le Théâtre Gali à Sanary-sur-Mer. Et une salle de 1000 personnes, un superbe théâtre. Et là, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été un triomphe, ça a été prétentieux, mais enfin, vraiment, là, la pièce, on la tient. Pourquoi je dis on la tient ? Parce qu'on l'a pas énormément joué jusqu'à présent et à chaque fois avec beaucoup de temps pour cette même raison, le Covid, les vacances, il y avait toujours une raison qui faisait qu'il y avait énormément de temps entre deux. Vous vous rendez compte, on a fait notre première à Cléon près de Rouen il y a 1 an et demi, on a fait la deuxième le 9 juillet dernier à Tarbes. Enfin, il s'est passé plus d'1 an entre la première et la deuxième représentation. Donc on avait du mal à être dans le truc. Et là, je crois que le vrai déclic et parce que un personnage, il faut le tenir. Ce qui va vous permettre non pas d'improviser, il ne s'agit pas de partir
partir dans un Bien one-man sûr. show. Mais ça va vous permettre de faire des digressions par rapport... Parce qu'encore une fois, on ne joue pas du Molière, c'est pas du Shakespeare. C'est pas, si on change un tout petit peu, c'est pas très grave dès l'instant où le public accroche. Il Bien s'agit sûr. pas, chacun ne doit pas faire n'importe quoi. Mais je vois un moment, je chante, parce que c'est aussi une de mes passions, je peux le dire, un extrait de Proud Mary, et je le fais a cappella, et au début, c'était pas du tout dans la pièce, hein. Ouais. C'est moi qui l'ai amené et puis parce que ça ajoutait au côté un peu déjanté et je m'en foutiste. Ouais. Puis un côté spontané Voilà, sur scène. du personnage. Puis a priori ça accroche, donc voilà, donc voilà, donc j'aimerais bien que cette pièce continue un peu. Alors après c'est des questions de planning des uns, des autres, de liberté des théâtres, etc. Donc je sais pas. Et puis sinon, je verrai, ou bien il y aura un autre projet, ou bien je repartirai vers d'autres aventures. Ça pourrait être un one-man show, ça pourrait être revenir un peu à la musique. Ou un album, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai quand même fait 2 albums. Mais oui. Là, je travaille beaucoup la guitare en ce moment. Donc voilà, pourquoi pas avec un autre guitariste, un batteur et un contrebassiste, faire des petites sessions. Il ne s'agit pas de faire le Stade de France, hein, mais dans des petits endroits comme ça. Et puis après, il y a le bouche à oreille. Tiens, je ne savais pas, parce que quand on parle musique, on parle souvent des Bananas, mais qui n'est pas absolument pas le reflet de ce que je fais. Donc voilà, et comme en général, quand les gens m'accordent un petit peu d'attention, me prêtent une oreille pour écouter ce que je fais, ils me disent c'est vachement bien. Pourquoi on l'entend pas, ça? On l'entend pas parce que pour l'instant j'ai pas réussi à l'imposer. Et puis il y a eu cette petite ces Bananas qui à la fois ont été un succès. C'est curieux l'histoire de cette chanson, parce que c'est à la fois un succès et à la fois ça m'aura bien pourri ma vie musicale, quoi. Donc Et voilà. c'est peut-être l'occasion à l'avenir de revenir avec un album. Nous, ce qu'on va faire, c'est que l'album de 2011, on va le diffuser sur Arsène Radio, si tu nous le permets. C'est avec voilà. plaisir. Donc on va déjà... Je peux même t'envoyer... C'était pas 2011, hein, c'était 2001. Ah oui, alors je suis un peu dyslexique, pardon. C'était 2001, l'album que j'ai fait avec Philippe Châtel, qui nous a quittés il y a peu de temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Châtel, c'est Émilie Joly, évidemment, mais c'était aussi des titres extraordinaires comme Je t'aime bien Lily, Mr. Hyde, Ma lycéenne, etc. Donc c'était Philippe Châtel et c'était très drôle. On a encore 2 minutes ou pas? Bien sûr, mais bien sûr. Bon, alors en 2 minutes, l'histoire des Bananas. Donc moi, j'écris des chansons depuis que je suis tout petit, avec des potes musiciens. Et déjà avec Pierre Billon, je vous parlais du Millionnaire tout à l'heure, on avait essayé de faire un album, ça avait été un peu compliqué. Puis finalement, ça s'était pas fait. Et puis, je vous disais, j'ai pas mal d'amis musiciens, etc. Donc j'avais une 40aine de chansons en réserve. Et puis un jour, le Millionnaire s'est arrêté. Et je me suis mis, devait être 2h du matin, j'ai commencé à écrire un texte, mais qui était très sombre. Il y a des jours, tu sais pas pourquoi, ça devrait marcher, ça marche pas. Des nuits, tu sais pas pourquoi, tu devrais dormir, mais tu dors pas, etc. Et je me disais, mais là, on va se suicider, là. Bon. Et puis, comme je parlais de l'émission Millionnaire et que les Inconnus en avaient fait un film, vous savez, sans patate, sans patate, sans patate, je me suis dit, tiens, je vais mettre une phrase rigolote. Je vais mettre elles sont cuitas les bananas, ce qui ne veut rien dire en soi, mais ça veut dire c'est un peu les carottes sont cuites. Oui, quoi. voilà, oui. C'est foutu. Mais c'était ma phrase à moi, cuitas les bananas. Et comme il n'était plus question de millions, etc., et que les Inconnus avaient dit les 100 patates, j'ai mis coupé en dos les patatos. Mais je parle pas de pommes de terre, hein, c'est l'argent. Bon. Sauf que la façon dont... Et un jour, donc, Philippe Châtel vient dîner chez moi et je lui fais la chanson simplement en tapant comme ça, en lui disant qu'elles sont cuites, les bananas, bon, comme ça. Bon. Et lui, mais c'est génial ce truc, c'est génial, c'est un tube, il s'emballe complètement, il s'affole sur ce truc et il me dit, laisse-moi. Je lui dis, mais non, mais c'est pas cette chanson-là. Je lui dis, ça, j'ai fait ça, c'est un petit truc que je veux faire en clin d'œil à la fin de l'album, on mettra 3 phrases et puis voilà. Non, il faut en faire une chanson, on termine là, il faut en faire un genre. Donc je la termine et on la maquette avec un guitariste extraordinaire qui s'appelle Michel Aumont, qui est un de mes amis, qui est entre autres le guitariste attitré de Maxime Le Forestier et de bien d'autres. Et on fait une version acoustique que j'adore et que j'ai encore chez moi, que j'adore.
Sauf que quand on est allé au studio de la Grande Armée pour enregistrer l'album, j'avais plein d'autres chansons à côté, qui sont, à chaque fois, les chansons racontent ma vie. C'est toujours des petits là, les Bananas, ça raconte la fin du millionnaire. Quand tu écoutes les paroles, bon. Sauf que c'est vrai que Polydor, la maison de disques avec qui j'ai essayé, nous a donné vraiment les moyens de travailler confortablement. Mais on dit abondance de biens nuit pas, mais pas toujours. C'est-à-dire que là, on avait tellement de musiciens que Philippe a voulu les employer. Donc, on arrivait à mettre de l'accordéon parce qu'on avait un accordéoniste dans un morceau où il n'y avait pas forcément besoin d'accordéon, des cuivres dans un morceau où il aurait fallu simplement une guitare. Mais disons que ça enrichissait le truc et tout. Et l'erreur des Bananas, c'est que il a voulu mettre d'abord, c'est un peu trop haut pour moi, la façon dont ça a été enregistré. Moi, je chante un tout petit peu plus bas. Et le fait de chanter un peu plus haut donne un côté festif à la chanson qu'il n'y avait pas dans ma version. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une chanson pour faire la fête. Voilà, et et pour moi, c'était pas festif du tout. Quand on fait attention après aux paroles. C'était vraiment une contrebasse, une caisse claire, c'était pas du tout festif. Bon, et les Costa, qui sont les maîtres en matière de chœur, voilà, qui sont des habitués du studio, sont venus et ont répété, à qui vous voulez bien l'entendre, ad lib, Cuitas, les Bananas, et en fait, on a retenu que ça de la chanson, et avec les cuivres en plus. Je pense qu'il a voulu donner un côté rhythm and blues, parce qu'il sait que j'aime bien ça. Mais en fait, la chanson elle est fort bien réalisée, elle est très bien, mais elle n'est pas dans l'esprit dans lequel moi je l'avais fait, et dans l'esprit dans lequel le reste de l'album, si tu l'écoutes, est fait. Donc voilà, donc j'ai un peu renié cette chanson pendant longtemps, parce que mes petits copains se sont 2001-2002, je disais c'est le moment où je quitte TF1, mais j'ai fait ce disque avant de quitter TF1, parce qu'on a dit il a fait un disque parce qu'il a quitté TF1. Non, j'étais toujours à TF1 quand ce disque est sorti en février 2001. Bon, mes petits copains m'ont canardé à cœur joie, ont détruit la chanson, etc. Et donc, je la reniais un petit peu en me disant, j'aurais jamais dû faire ça. Ou en tous les cas, laisser faire ça, puisque ce que j'avais écrit, je l'ai écrit, ça, je le renie pas. Mais un jour, prenant mon chien près d'un grand jardin parisien, pas très loin de là où j'habite, j'entends au loin, comme ça, vous savez, un big band. Et j'entends padam, tidadadam, tidadam, tidadadam. Et je me dis, c'est ma chanson, ça. Mais j'étais pas sûr, parce que j'étais assez loin. Puis il y avait plein de gens autour, mais ils chantaient pas. Hein. C'était que des cuivres, c'était pas des batteries, c'était des tambours, des cymbales, tout ce qu'on trouve dans un big bang. Et puis tout d'un coup, il arrive au refrain, et là, tous les gens se Cuitas, je me suis dit, faut pas que je la renie. Faut pas que je la renie, parce que c'est... Voilà. Et donc rien n'exclut que je refasse un peu. Alors, ça sera sûrement des petites scènes, mais peu importe. Moi, voilà, quoi. Je me fais plaisir, quoi. Je crois qu'à un certain âge, et puis après un certain parcours, on est dans le plaisir, on est dans la simplicité. Je pense que du plaisir, je peux en avoir encore, là, si j'avais des souhaits. La télé telle que moi je l'ai faite, c'est terminé. Elle n'existe plus, cette télévision, je crois. Je dirais pas qu'elle n'existe plus, mais en tous les cas, d'autres ont pris ma place, et certains animent fort bien, d'autres un peu moins bien, mais certains se débrouillent très très bien. Donc j'ai aucune raison de revenir dans ce créneau-là. Je ferais bien un talk show en radio, ça je ne le cache pas. Tu vois, je parle peu quand on me met un micro. J'ai remarqué. Voilà. Donc un talk show, mais surtout là, ce qui m'amuserait pour terminer en beauté, et puisque je me suis mis à faire le comédien de théâtre, ce serait d'avoir un rôle dans un téléfilm, un rôle récurrent dans un téléfilm. Une série. Une série, ça peut être un flic, un curé, un notaire véreux, j'en sais rien. Ça, ce serait une prochaine étape. Ouais, alors je sais pas si elle viendra, parce que très honnêtement, on ne me propose rien. Je n'ai participé à aucun casting, je ne me suis pas manifesté véritablement non plus. À chaque fois que j'ai l'occasion dans une interview, je le dis, mais à croire que ou je n'intéresse pas les producteurs, ou alors ils n'écoutent jamais la radio, ne lisent jamais les journaux, je sais pas. Mais toujours est-il que pour l'instant, c'est une espèce de feuille qui reste désespérément blanche. Mais qui sait, on ne sait jamais, on peut croiser les doigts. Mais c'est quelque chose qui là m'intéresserait. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est un challenge. C'est encore un challenge. Bien sûr. Et je pense que les téléspectateurs seraient
je crois que ça les amuserait de me Ouais. retrouver dans quelque chose de différent. Alors que si je revenais présenter un jeu, ce que je sais parfaitement bien faire, est-ce que voilà, bah ils se diraient ah bah tiens il est revenu, voilà. Même si je constate, ayant posté une petite photo, que c'est un clin d'œil que j'ai voulu faire sur les réseaux sociaux pour les 30 ans de la première du millionnaire sur TF1, ça a été un déferlement de... Là, j'étais vraiment surpris. Hein. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à tous. Et ça, bon, ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de jeter un œil là-dessus, quoi. Philippe Risoli, je crois qu'il va falloir une deuxième interview pour pouvoir continuer encore. Mais en tout cas, tu reviendras nous voir pour parler de ton livre quand il sera, avec grand plaisir. Quand il sera fait. Je serai curieuse d'abord de le lire et puis d'en parler avec toi, surtout s'il vient de tes tripes. Un petit clin d'œil à tous les papas qui sont là-haut, qui nous regardent, parce que je pense à ton papa, mais je pense aussi au mien qui m'a donné cette vocation. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie pour cette peut-être très longue, trop longue peut-être, je ne sais pas. Pas du tout. Les interviews sur Arsène Radio... Pas du tout, surtout on va tout couper. Non, je ferai un montage et il restera 10 minutes. Normalement il reste une 30, tu vois, une 30 à 2 minutes à peu près. Non, les interviews, je les adapte selon l'intérêt, puis surtout selon ce que l'interviewé a à nous raconter. Donc elles peuvent aller de 5 minutes à 2 heures. Et puis j'ai envie de te dire, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Eh bien, tu as tout à fait raison. Voilà. Profite bien. Merci beaucoup à toi, merci au studio École de France, aux élèves qui ont réalisé cette interview, à Sylviano Marcion également, qui me donne gentiment, qui me prête gentiment les beaux locaux de la radio. Par contre, il m'a dit que tu n'oublies pas d'éteindre la lumière en sortant. J'avoue, c'est vrai que je leur coûte cher, moi, en lumière. Merci à toi, Philippe Risoli, reviens très vite. Et puis... Pour donc, toute l'actu, tu reviens quand tu veux, pour toute l'actu justement de Bonne Pioche, on peut aller sur le site, sur ton site, il y a un site, si on veut aller voir les dates, on a envie. Très honnêtement, je ne sais pas, je te dis, de ce côté-là, c'est peut-être mon talon d'Achille, c'est que je ne m'occupe pas du tout de ça. Eh bien, tu sais quoi, pour ceux qui ont envie de venir voir Bonne Pioche, on mettra toutes les dates sur Arsène Radio, sur le site, sur le magazine Arsène Radio. Voilà. Ce Arsène est très sympa, hein. Tu le salueras de ma part. C'est vrai. C'est ce qu'on me dit, on me charrie très souvent. Et j'ai souvent tous les Arsènes que je connais qui me disent merci d'avoir appelé ta radio avec le prénom. Non, Arsène, c'est art comme l'art et scène comme la scène. Philippe, merci à toi. À très vite. Merci à tout le monde. Et bye puis, bye. Très bonne écoute sur Arsène Radio. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.